Algorithmes, génétique, inclusivité, résilience, essentialisation, coronavirus. Ce jargon vous dit quelque chose, forcément. Mais nous utilisons parfois, souvent, ces mots sans bien savoir ce qu'ils signifient. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et des chercheurs capables de nous éclairer. Nous dédions cet épisode à l'intersectionnalité, mot qui ne cesse de voyager entre les mondes académiques et militants. Pour en discuter, l'anthropologue Harry Gordien, chercheur au CNRS. Il a dédié plusieurs travaux aux questions raciales, notamment dans l'ère caribéenne. Harry Gordien, bonjour. Bonjour Iris. Alors, pour commencer, faisons un point d'histoire. À quel moment la notion d'intersectionnalité fait son apparition et pour dire quoi ? La notion même d'intersectionnalité a été forgée par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste africaine-américaine, pour penser la combinaison de formes de domination, notamment liées à la race et au genre. Elle essaie de penser la situation des femmes noires aux États-Unis, dont le sort n'était pas forcément pris en compte ni par le mouvement antiraciste, qui parlait notamment des personnes aux statuts sociaux, on va dire, plus élevés, et qui parlait aussi au nom des hommes, ni par les féministes qui parlaient surtout, encore une fois, au nom des personnes aux statuts sociaux privilégiés, mais aussi au nom des femmes blanches. Donc du coup, l'intersectionnalité s'est croisée en fait comme une intersection, la question de l'antiracisme et la question du féminisme pour parler des femmes noires. Donc la notion elle est forgée en 1989, mais bien avant, à travers l'histoire de l'esclavage, des militantes abolitionnistes comme Sojourner Truth ou d'autres personnes ont pensé la question de la double domination des femmes noires aux États-Unis. Donc la notion d'intersectionnalité naît dans un contexte académique nord-américain. Elle est située, elle va pourtant voyager. Est-ce qu'elle s'adapte bien à d'autres pays, à d'autres contextes ? Ce qui est intéressant avec les personnes qui ont pensé l'intersectionnalité sans nécessairement utiliser le mot, c'est qu'elles n'étaient pas toutes africaines-américaines. L'une des chercheuses à qui on va penser, c'est Philomena Essed, qui, elle, est née aux Pays-Bas de parents surinamais, donc dans la Caraïbe. Et dans ses études, elle compare l'effet du racisme chez les femmes noires afro-américaines et chez les femmes noires en contexte néerlandais. Donc, ce qui est intéressant avec Philomena Essed, c'est qu'elle déplace, en fait, cette généalogie. Souvent, on oppose, c'est une question états-unienne, ce n'est pas une question française. Mais là, avec Philomena Essed, dès les années 80, avant même Kimberly Crenshaw, on a une réflexion sur ce qu'elle appelle le racisme genré, donc c'est pas l'intersectionnalité, mais ça y ressemble, en Europe. Et ce qu'elle dit, et qui est intéressant pour nous Français, dès les années 80, encore une fois, c'est que aux Pays-Bas, il y a cette difficulté à penser l'existence d'un racisme sur ce territoire européen des Pays-Bas, parce que, contrairement aux États-Unis, il ne s'agit pas d'une ancienne colonie à esclaves qui a été émancipée, qui a continué à mettre en place l'esclavage et qui a ensuite instauré un système de ségrégation raciale très violent jusqu'aux années 1970. C'est pas du tout le cas aux Pays-Bas et ce n'est pas non plus le cas en France. Donc il y a cette difficulté à se dire que même si ce n'est pas cette même histoire américaine, il y a du racisme, et que ce racisme prend aussi naissance dans l'esclavage et la colonisation, puisque on parle de personnes qui proviennent, pour ce qui concerne les Antillais, Guadeloupe, Martinique, mais aussi les gens comme Philomena Essed qui sont issus du Suriname ou des autres colonies de la Caraïbe néerlandophone. Ces territoires sont issus de l'esclavage, de la colonisation. Alors vous faites le pont avec l'Europe et a fortiori avec la France. Il est vrai que la notion d'intersectionnalité est devenue très populaire ces dernières années en France, notamment dans les milieux féministes, encore une fois, tant académiques que militants. Pourquoi cet enthousiasme et que permet-elle de dire très concrètement l'intersectionnalité en 2020 ? Alors, la notion d'intersectionnalité en contexte académique et politique français émerge effectivement dans ces milieux qui sont en fait à la lisière du champ académique et du champ militant. C'est vraiment entre les deux, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Et même si ça provient de ces milieux féministes et féministes lesbiens aussi, notamment, on sent que c'est la question de la race qui va poser problème,
puisque à partir des années 2000, commence à être politisée cette question de la race, notamment avec l'émergence de la politisation de la mémoire de l'esclavage, la question de la place de l'islam en France, la question également des quartiers urbains défavorisés avec 2005, ces révoltes qui ont émergé. Et du coup, l'intersectionnalité entre complètement dans ce débat sur s'agit-il d'une question sociale, d'un rapport de lutte des classes, ou s'agit-il d'une question véritablement de race qui s'intègre à cette dimension sociale. Et comme la France est façonnée par cet idéal républicain universaliste, noble par ailleurs, mais a eu du mal à penser ces questions-là parce qu'il y a cette prégnance de cet idéal républicain universaliste, l'intersectionnalité permet en fait de combiner c'est une réflexion autour de la classe, de la race et du genre. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a cette volonté, on dit maintenant converger, faire converger les luttes. Mais en fait, l'intersectionnalité est pensée un peu comme un synonyme, ou en tout cas, va dans le même sens pour beaucoup de milieux militants que la convergence des luttes et permet de combiner non seulement ces réflexions militantes, mais de penser ensemble les différents rapports de domination. Alors vous, anthropologue, chercheur, vous utilisez l'intersectionnalité comme un outil théorique d'analyse. Quel questionnement, quelle nuance cela a-t-il permis d'apporter à vos travaux ? Je commencerai par dire que j'ai commencé à pratiquer l'intersectionnalité sans le savoir, puisque un peu par hasard, je me suis retrouvé à réaliser ma première enquête de terrain sur les milieux gays antillais. Je ne connaissais rien à l'intersectionnalité. Le milieu universitaire dans lequel j'étais était plutôt contre ces approches qui abordaient la classe, le genre, la sexualité. Et c'est 10 ans plus tard, alors que au moment où je réalisais cette recherche, on commençait en France à en parler d'intersectionnalité, mais c'est 10 ans plus tard que j'ai pris la mesure de l'intérêt de ces approches intersectionnelles diverses, où il y a des désaccords, mais qui ont ce point commun de chercher à penser la combinaison des rapports de domination. Ça peut avoir l'air simple, comme ça, de dire il y a de la classe, il y a du genre, il y a de la race, il y a de l'ethnicité, il y a du validisme, il y a de l'hétérosexisme, etc., etc. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué. En tant que chercheur, où j'estime que mon métier, c'est d'abord d'essayer de rendre intelligibles ces rapports sociaux, je me suis rendu compte qu'il était très difficile de penser ensemble ces différents rapports de domination. Et les approches intersectionnelles, pour moi, c'est un défi, puisque j'ai essayé de le faire en publiant des articles sur cette question d'intersectionnalité. Et il s'agissait pour moi de voir dans toutes les données que j'avais recueillies, les interviews que j'avais faites avec différents profils de gens, qu'est-ce qui relève de la race, comment la question du racisme ou de la catégorisation raciale va se croiser avec celle de l'homophobie, de l'hétérosexisme. Et ce dont je me suis aperçu en dernière instance, c'est que moi-même, j'avais des biais sexistes, puisque j'avais complètement écarté la question lesbienne et la question de l'articulation du sexisme, du racisme et de l'homophobie qui se posent dans le cas des femmes lesbiennes catégorisées comme noires, mais antillaises, pas africaines. Donc là aussi, il y a une spécificité de la question raciale qui se pose. Donc en fait, plus on essaie de creuser, plus on se rend compte de la complexité de la question. Et les concepts liés aux approches intersectionnelles permettent un peu de mettre un peu d'ordre, même si ça reste complètement ouvert. Ça ne clôt pas le débat, au contraire, ça l'ouvre énormément. Un mot pour terminer, effectivement, sur la complexité de ce débat. Quelle critique vous fait-on en tant que chercheur dans le milieu académique et plus largement, quelle critique pertinente fait-on à l'intersectionnalité ? Alors, les critiques liées à la notion d'intersectionnalité, il y en a plusieurs. La première qui peut être adressée, c'est que on a accusé notamment Kimberlé Crenshaw de simplifier un peu la réalité sociale, de mettre un peu les personnes dans des cases, de dire il y a le genre, la classe et la race, et qu'on va, comme une sorte de jeu, imbriquer tout ça pour comprendre une fois pour toutes. C'est un reproche pas tout à fait justifié, mais il est vrai que dans l'utilisation militante qui peut être faite de la notion d'intersectionnalité, on peut avoir l'impression que c'est très simple, qu'il s'agit de croiser. L'autre critique est liée à l'émergence de la question raciale, notamment en France, c'est qu'on va considérer que ces recherches sur l'intersectionnalité relèvent avant tout du militantisme. La troisième critique, elle va être inverse. On va accuser les chercheurs
d'utiliser l'intersectionnalité comme un simple outil où on va essayer de comprendre les choses et de la dépolitiser, au contraire. Donc, c'est un peu difficile de se positionner par rapport à tout ça. J'estime pour le moment que mon travail, ça va être un travail de chercheur, effectivement, je vais essayer de décortiquer, d'expliquer, mais que je le fais avec des militants, avec des personnes aussi de la vie de tous les jours, et que ça peut les aider, si elles le souhaitent, pour penser leur situation et trouver éventuellement des moyens d'utiliser des armes politiques pour s'émanciper. Merci beaucoup, Harry Gordien. C'était les mots de la science. Merci à vous.